marketing de la diversité, c'est parle de la diversité, mais qui a un rapport avec l'international. Quand on parle de la diversité, on voit beaucoup plus les gens qui vivent dans une grande ville où il y a des gens qui viennent de partout, avec leur langue, leur culture, leurs histoires, leur origine, tout ça, qui font un mélange, hein. Et quand on est en présence de ce mélange, il faut se comporter, il faut mesurer tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la négociation commerciale internationale. C'est quoi la négociation internationale? En quoi ça consiste? Puis les types de négociations à l'international, puis la négociation interculturelle, hein, quand on est en présence de l'autre, hein, comment on doit se comporter, les styles de communication, négociation interculturelle, et également les étapes de la négociation internationale. Ça, c'est important. Si on a un peu de temps devant nous, on va voir les différences socioculturelles et les types de négociations du pays. On va voir comment on doit se comporter en face d'un Américain, en face d'un Français, en face d'un Allemand, en face d'un Japonais. Bon, ce sont les grands classiques, hein. Puis, bon, c'est que l'avenir du monde se trouve en Asie. C'est important de parler de l'Asie, hein, parler des Coréens, des Vietnamiens, des Chinois, parce que eux, ce sont eux qui détiennent déjà la majorité des terres noires dans le monde. Et puis, quand on parle des terres noires, on parle de l'économie, on parle du business. Bon. Pour commencer, je vous présente cette photo. Ça, vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux. Ça a fait le tour du monde et ça a été répété, ça a été repris, interprété pas mal de personnes, pas mal d'experts, et monsieur, madame, tout le monde l'avait commenté. C'est la rencontre entre Donald Trump, hein, et Volodymyr Zelensky. C'est pas entre Donald Trump seulement, il y a aussi Gigi Vance que vous voyez qui est à droite de l'écran, c'est leur rencontre. Alors, pourquoi je vous présente cette photo? Ce n'est pas de la négociation, ce n'était pas de la négociation, c'était une conférence de presse et après la conférence, la négociation allait se dérouler. Mais là encore, c'est le danger qu'il y a dans l'international, c'est que on part pour négocier, on se met devant les faits accomplis. On vous met devant les faits accomplis. Et c'est Zelensky lui-même, quand il est arrivé, bon, peut-être, je ne sais pas si c'était prévenu auparavant qu'il allait être en face des caméras, en face du monde entier. Mais bon, c'était une conférence de presse qui s'était déroulée sous forme d'échange. Normalement, la conférence de presse ou les conférences de presse, hein, c'est chaque partie ou bien chaque protagoniste donne son point de vue. Mais il n'y a pas d'échange du tac au tac. Ce qu'on avait assisté, c'était du tac au tac. C'était du tac au tac. Je pense que Zelensky n'était pas armé, ça, n'était pas préparé, n'avait peut-être pas pensé que les choses allaient se dérouler de cette manière-là. Mais du coup, au final, hein, ça se déroule, hein, comme peut-être Trump l'avait prévu. Bon, là encore, ça c'est, on a deux styles. Voilà, le style américain et le style européen de l'Est. Les Européens de l'Est, hein, parfois les gens oublient que les Européens de l'Est ont été colonisés pendant presque plus que 2 siècles, hein, par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, quand on parle, ce n'est pas l'Empire ottoman, plutôt par l'Empire mongol. Plus que 2 siècles par l'Empire mongol, qu'on appelle les Tartares. Ils ont été colonisés par les Tartares. Ils ont une philosophie. Leur philosophie, parfois, c'est dans l'euphorie et puis parfois dans la sensibilité. Mais les Américains, c'est dans la provocation. Toujours dans la provocation. C'est ça. Bon. L'erreur que Zelensky avait fait, c'est de pouvoir répondre du tac au tac à Donald Trump et Gigi Vance, jusqu'à ce qu'on l'avait qualifié en direct déjà. C'est comme s'il est quelqu'un d'ingrat. Il devrait remercier l'Amérique. Au lieu de ça, il parle très mal. Et au sein du bureau ovale, hein, on dit c'est le plus grand bureau. C'est ce qui était un peu ridicule d'entendre, c'est le plus grand bureau du monde, hein. Voilà, vous comportez comme ça.
Et voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, on avait vu dans les images, il y avait l'ambassadrice ukrainienne qui était présente. Elle était vraiment déstabilisée quand on a regardé son visage. Voilà, ça, c'est, c'est ça qui arrive. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que dans l'international, il y a toujours des surprises. Il faut que vous préparez toujours les contre-coups. On avait parlé, peut-être, je crois, c'est au deuxième ou troisième coup, on avait dit, quand vous allez participer dans une négociation, vous préparez les éventuelles questions et en même temps, vous préparez des réponses, hein. Vous jouez le jeu plusieurs fois. Bon, Zelensky, peut-être comme il est habitué partout où il passe, on lui déroule le tapis rouge, on lui félicite, on lui encourage, hein, déjà, et puis on voit là, devant les caméras du monde entier, on l'avait utilisé déjà, même sur son habillement, même sur son habillement. Bon, c'est qu'il a oublié que on parle de Donald Trump et J. Vance, c'est un couple présidentiel qui n'ont rien à attendre du reste du monde. D'ailleurs, ils se sentent supérieurs par rapport aux autres, là aussi. Quand on est en présence de ce profil-là, on avait vu ça, les quatre différents types de profils. Ce type de profil-là, il faut les jouer le tout à l'envers. Par exemple, quand il avait dit, bon, il n'y a pas de problème, vous signez, vous acceptez de signer la paix, eh, vous êtes devant la caméra, vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu pour la caméra. C'est comme ça. Bon, je peux vous présenter d'autres exemples, hein. Il y a environ 15 à 22 jours, il y avait Claudicia qui a participé dans une émission sur une chaîne italienne, une chaîne israélienne basée en France. Il avait employé le mot déporté, que les Noirs ont été déportés de l'Afrique, hein, vers le reste du monde, hein, comme on dit, vers le reste du monde, hein, en Europe, en Asie, en Amérique, surtout en Amérique. Les Noirs ont été déportés, hein, beaucoup plus en Amérique. Quand il a employé le mot déporté, il y a un juif qui était en face de lui sur le plateau de télé qui avait dit, eh, mon cher, le mot déporté est réservé pour les juifs. C'est seulement les juifs qui ont été déportés. Bon, au final, hein, lui, il a discuté, bon, c'était un clash, hein, mais ce qui était un peu ridicule, après, on lui a dit que ce n'était rien, c'était pour la télé, c'est le jeu de la télé. Alors, c'est pareil, là, il devrait jouer le jeu de la télé. D'accord, vous dites oui, 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 je suis prêt pour signer l'accord de paix, il n'y a pas de problème, mais une fois que les caméras sont parties, vous dites non, je ne vais pas accepter de signer sous ces conditions. C'est comme ça, vous pouvez avancer vos plans. Ce n'est pas avant le départ, vous cherchez à faire la loi. C'est vrai, il a raison, Zelensky a raison. Je ne vais pas dire s'il a raison devant la loi, mais il a raison, il défend ses intérêts, il défend ses proches aussi. Ça aussi, il a raison. Mais la diplomatie, ce n'est pas comme ça. C'est de montrer que vous êtes prêt à perdre déjà en négociation, il faut faire des concessions. Là, il n'a pas fait des concessions. Voilà. Et surtout, les deux profils qui étaient en face de lui, ce sont des personnes qui sont très dures en affaires. Donald Trump, lui, ce n'est pas un politicien, c'est un businessman. Le businessman, ce qui l'intéresse, c'est rafler la mise. Ça aussi. Bon, ce n'est pas un cours sur relations internationales, mais c'est mieux de vous rappeler ces profils-là. Et puis, J.D. Vance, c'est un jeune, c'est pas arrogant qu'il est arrogant, il a des ambitions. Il a des ambitions. Si J.D. Vance arrive quand même à séduire le public, hein, son électorat, peut-être après Donald Trump, ce sera son tour. On va voter pour lui, il va devenir président. C'est pour cela qu'il joue le gros dur. Ça aussi, c'est dans la mentalité américaine. Et autre chose, hein, ces gens de personnages, hein, qui sont un peu très caractériels, très durs, ce sont ces personnages qui le monde entier s'arrache maintenant. Partout, si vous êtes dans un pays étranger, vous allez voir, bon, je parle des pays occidentaux, occidentaux, vous allez voir que les gens, ils sont très durs de l'extrême droite, ce sont ces gens-là qu'on voit sur tous les plateaux télé. Quand ils proposent quelque chose, on voit les médias reprennent ça.
fait toute une litanie pour montrer que c'est exceptionnel. Ah, c'est ça, il suit les tendances, c'est ça, il suit les tendances. Bon, c'est un peu ridicule dans le sens qu'ils ont critiqué, et c'était un journaliste, ce n'est pas les deux négociants, c'est plutôt un journaliste qui lui a dit pourquoi vous êtes invité à la Maison-Blanche, vous venez comme ça, est-ce que vous n'avez pas de costume? Bon, voilà. Ça, on l'avait déjà dit dès le premier cours, la tenue vestimentaire, c'est important. Il faut respecter ça, la tenue vestimentaire. Bon. Et là encore, c'est un homme de théâtre, hein, Zelensky, c'est un homme de théâtre. Il était dans la musique, dans le cinéma. Il joue toujours. On avait vu, on continue à voir, hein. Il utilise beaucoup plus la communication, le jeu de la communication. Fait live, hein, devant sa caméra, avec son téléphone, il fait des lives, hein. Mais bon, et ce qu'il a oublié, hein, il y a un protocole à respecter. Il y a un protocole à respecter. Il y a un dirigeant comme Vladimir Poutine, vous n'allez jamais voir quelqu'un comme Vladimir Poutine devant sa caméra faire du live sur les réseaux sociaux. Quelqu'un comme Viktor Orban n'a jamais fait ça. Même Benjamin Netanyahu. Ça, ce sont des anciens qui gardent toujours l'empreinte des traditions. Je prends un exemple, hein, comme un grand diplomate international en négociation, c'est le plus grand, hein, c'est Lavrov, hein. Lavrov, Sergei Lavrov, hein. On ne va jamais voir Sergei Lavrov devant son téléphone faire un live. C'est ça. C'est tout ça. Parce que la diplomatie reste toujours la diplomatie. Surtout en négociation, c'est le paraître qui compte. C'est le paraître qui compte. Bon, on ne va pas en parler parce que c'est bien de tenir compte de cette rencontre parce que cette rencontre a changé le monde. Même si on ne voit rien, et là, par rapport à cette rencontre, on voit qu'il y a une fracture entre les États-Unis et les autres pays occidentaux, euh, et l'Europe de l'Ouest et une partie du Sud, et également le Canada. Voilà. Et après la rencontre avec Zelensky, et Donald Trump a rencontré Steinmeier, et après cette rencontre, on a vu qu'il y a eu une rencontre en Angleterre avec les pays de l'OTAN, sauf les États-Unis, et également le Canada qui a participé. L'idée, c'est de voir comment ils peuvent financer euh, la guerre en Ukraine. Financer la guerre en Ukraine, il y a tellement de propositions. Parmi les propositions, c'est de saisir les avoirs russes qui ont été gelés en Europe, qui sont l'équivalence de 256 milliards d'euros. Et puis, il y a d'autres financements qui sont promis. Ça peut nous amener directement à la Troisième Guerre mondiale. Bon, là, on ne va pas en parler, mais c'est juste de mentionner. En négociation internationale, il faut jouer sur le pari. Quand vous voyez votre adversaire est très dur avec vous, il faut jouer la table de la souplesse, faire des concessions. Et surtout quand vous êtes devant la caméra, c'est là qu'il faut être beaucoup plus diplomatique dans la négociation, quand vous êtes devant la caméra. Parce que c'est ce que vous allez dire qui va rester. Et puis, on est dans un monde que l'image peut détourner. On peut découper une petite partie des choses que vous avez dit. En même temps, vous dites peut-être, je ne sais pas si Zelensky avait dit, bon, vous savez que si vous signez avec M. Poutine maintenant, Poutine pourrait nous attaquer. Les gens peuvent découper pourrait pour dire Poutine va nous attaquer. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut tenir. Surtout quand on est devant la caméra, il faut jouer cette carte-là. Bon, on ne va pas rester, ce n'est pas le but, c'était juste pour introduire. Maintenant, on va voir déjà la négociation internationale. C'est quoi la négociation? Quand on parle de la négociation internationale, là, on vient de voir pour euh, une négociation bilatérale, bilatérale entre les deux pays. Ça peut arriver que la négociation soit multilatérale. Multilatérale, c'est l'exemple de Poutine qui pourra probablement aller négocier, ou bien la Russie pourra probablement négocier avec l'Union européenne. Là, c'est multilatéral. C'est une organisation. Quand on négocie avec une organisation composée de plusieurs pays membres. Alors, c'est comme ça.
Ça peut être des entreprises ou bien des individus qu'on est appelé à négocier. Alors, c'était entre Zelensky et, et J.D. Vance également et Donald Trump, c'était négociation entre États, à la fois entre États et à la fois entre individus, aussi entre les nationalités et les cultures différentes. Quand on parle des cultures différentes, là aussi, avant même d'aller négocier, il faut que vous renseignez sur la culture de l'autre, la culture de l'autre, sur les choses qui sont permises, les choses que vous pouvez dire à l'oral, les choses qu'il ne faut pas dire. Il faut que vous vous informez en amont. Là, on est en présence d'une autre culture. Sinon, si on n'informe pas en avant, on peut arriver à l'étape du choc des civilisations. Quand on parle du choc des civilisations, bon, les Européens, quand ils parlent de choc des civilisations, ils vont dire il y a deux cultures qui se rencontrent et ça crée des problèmes. Parfois, ils expliquent ça en leur avantage. Si on regarde les documentaires, par exemple, les documentaires sur l'histoire de l'humanité, bah, ils disent, hein, quand les Européens étaient arrivés en Amérique, ça a provoqué le choc des civilisations. Mais non, pas du tout, c'était pas le choc des civilisations. On avait vu les Mayas, par exemple, qui ont une relation avec les métaux précieux, l'or, l'argent. On dit, bon, ça c'est pour les dieux, ils ne touchent pas. Mais les Européens considèrent l'or et l'argent comme de la richesse. Voilà, c'était ça. Il n'y a rien à voir avec le choc des civilisations. Mais c'est ça qu'ils expliquent. Quand on voit ça, on dit, nous qui sommes chercheurs, il faut qu'on arrive à éclairer les autres et dire non, ça n'a rien à voir avec le choc de la civilisation. Choc de la civilisation, c'est pour dire que c'est quand vous cherchez à ridiculiser l'autre par rapport à ses pratiques culturelles, par rapport à ses croyances. Là, c'est là qu'on parle de choc de civilisation. D'accord? Et entre Zelensky et Donald Trump, si on revient, c'était plutôt des chocs des cultures. D'accord? C'est choc des cultures. Voilà, ça c'est important. Bon, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Déjà, on va bien rentrer dans l'introduction. Et autre chose par rapport ça permet de gérer des interdépendances, hein, et arriver à un accord commun, même si on a des divergences à gérer. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Pareil, hein, pour l'histoire de la guerre en Ukraine, hein, la guerre en Ukraine, quand on a vu que Zelensky avait pris un décret contre la négociation. Il est, ces décrets, avec ces décrets, lui, il s'est imposé la réticence auto-flagellée, dans le sens que je ne vais pas négocier. Il ne faut pas qu'on négocie avec les Russes. Là, c'était le vrai total. C'est le vrai total. C'est vrai, on a des désaccords, mais on peut discuter. On peut discuter. Voilà. Et on dit toujours dans un contexte transfrontalier. Bon, là, c'est purement quand il y a des problèmes de guerre, quand il y a des problèmes de tension. On peut prendre l'exemple des pays où il y a toujours des tensions. Par exemple, la Chine et l'Inde, malgré ces deux pays-là font partie du BRICS, il y a toujours des tensions transfrontalières. Tensions transfrontalières, notamment en matière de partage au niveau de l'Himalaya. Il y a un problème de gestion frontalière, toujours des tensions. Mais les médias n'en parlent pas. Mais ça existe. On peut prendre d'autres exemples à l'histoire du M23 entre le Congo et Rwanda. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu pas mal d'enquêtes de la part de la CPI, hein, pour voir d'où sort cette guerre-là, qui nourrit cette guerre. Il y a attention sur la frontière entre le Congo et le Rwanda. Ça, ce sont des exemples. Et puis pourquoi il faut négocier à l'international? Pourquoi cette négociation est importante? C'est parce qu'il y a des mouvements partout. Quand on parle de la mondialisation croissante, il y a mouvement des populations, mouvement de biens, de marchandises. Il y a aussi mouvement des idées. Mouvement des idées. Quand il y a mouvement des idées, il y a des mélanges. Quand il y a des déplacements des populations,
il y a pas mal d'échanges. Il y a des échanges culturels, d'une part, et aussi il y a des couples mixtes qui se forment. C'est important de tenir compte de ces aspects-là. D'accord? Par exemple, on parle de la guerre en Ukraine, je reviens. Pourquoi? Parfois, les gens pensent que c'est à partir de 2022 que la guerre commence. Mais non, cette guerre-là a commencé depuis 2014. Il y a eu cette guerre. Depuis 2014, hein, c'était un problème simple. Le problème simple qui s'était posé, c'était des régions, quand il y a des ressources dans un pays, parfois, bon, c'est l'État central qui gère tout. Quand c'est l'État central qui gère tout, ça peut provoquer des tensions à l'intérieur du pays. C'est ça. Quand il y a des tensions, il y a peut-être certaines zones ou bien certaines régions qui peuvent demander leur autonomie, pas indépendance, autonomie. Quand c'est autonomie, ce sont eux qui gèrent et il y a une partie pour l'État. Voilà. C'est ça qui a provoqué ce problème-là, que les gens n'en parlent pas. Ça date depuis 2014. Et puis, les Européens sont beaucoup plus complices de ce problème-là. Mais malgré, il y avait, s'il vous plaît, on peut couper, s'il vous plaît, comme malgré, il y a, oui, malgré il y avait un accord qu'on appelle l'accord de Minsk qui a été signé en Biélorussie, hein, pour trouver une solution pour que les États du Donbass soient autonomes. C'est juste autonome, c'est pas indépendant. Et ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. C'est la raison pour laquelle que ça a continué, qui s'est débouché euh, en 2022 avec l'invasion des Russes. On ne va pas rentrer en détail, c'est juste pour vous dire, là encore, ce sont des enjeux, il faut tenir compte de ça. Il y a une diversité. Et puis, prenons le cas, Texas aux États-Unis. Si Texas veut prendre son indépendance, Texas est déjà autonome. Bon, Texas est déjà autonome. Si l'État américain, on va dire le gouvernement, veut décider pour enlever l'autonomie du Texas, ça peut provoquer pas mal de haies. Ça peut provoquer pas mal de problèmes. Ça, c'est un exemple. Ça peut provoquer pas mal de problèmes. C'est pareil pour le Basse, la région basse aux États-Unis, en Espagne, qui est plus ou moins autonome, qui voulait vraiment prendre son indépendance par rapport à l'Espagne. Et si cet État prend son indépendance par rapport à l'Espagne, ça va provoquer un gros trou dans l'Espagne parce que cette région-là contribue énormément à l'économie espagnole. Vous voyez, c'est tout ça. Quand on parle de complexité, on ne voit pas. On voit plutôt les choses de surface, mais sans fouiller en profondeur. C'est pareil, en France, on a la Corse aussi, hein, une région qui pourrait penser à son indépendance. Il y a pas mal de problèmes. On ne va pas rentrer en détail. Voilà, c'est quand c'est très complexe comme ça, entre deux frontières, deux pays, mélange des gens, il faut de la négociation internationale. Quand on parle de la négociation internationale, il faut tenir compte du contexte interculturel, parce qu'il y a des changements de culture. Alors, c'est ça, et on va prendre quelques exemples, hein, qui pourraient vous intéresser, hein, sur la négociation internationale. Par exemple, pour le commerce international. Le commerce international, quand on parle de commerce, on ne va pas seulement le côté de vente du produit ou service. Non. On voit la négociation sur plusieurs aspects, négociation entre entreprises et les différents pays. Soit pour acheter, soit pour vendre, soit pour créer une entreprise qu'on appelle la co-création ou joint venture, qu'on appelle co-entreprise en français. C'est quand une entreprise d'un pays cherche à créer une nouvelle structure avec une autre entreprise d'un autre pays, on appelle joint venture. Pour cela, il faut tenir compte de la culture de l'autre, de l'autre pays et la culture de l'autre entreprise. Culture de l'entreprise, comment ils font les choses, hein, il faut tenir compte de ça, comment ils travaillent, il faut s'adapter par rapport à leur manière de travailler, et ça c'est important. Euh, Culture d'entreprise, hein, culture de l'autre, hein, il faut tenir compte des aspects
culturels, les aspects culturels, les choses qui sont permises, les choses qui sont interdites, hein, il faut tenir compte de ça. Euh, Voilà. Le rythme de travail aussi, il faut s'adapter au rythme de travail de l'autre. Et tout ça, ce sont des informations importantes. Ça peut être des fusions-acquisitions. Fusion-acquisition, bon, c'est quand une entreprise rachète une autre, vous n'allez pas virer, vous n'allez pas licencier l'ensemble des gens et pour remplacer par d'autres. Alors là aussi, il faut tenir compte de ça. Euh, euh, Quand on voit les entreprises asiatiques, cette fâcheuse tendance, quand ils rachètent une autre entreprise dans un autre pays, c'est qu'ils font, ils arrivent avec leurs salariés. Ça, c'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'est une stratégie agressive, hein. Ça, en négociation internationale, c'est une faute. Ça peut provoquer pas mal de tensions, pas mal de tensions. Ça, il faut tenir compte de ça. Bon, là, on a quelques exemples. On voit, par exemple, Airbus et les compagnies aériennes, hein, Airbus qui achètent des filiales dans d'autres pays. Et Facebook aussi, qui a eu un problème avec l'Australie. Il y avait pas mal de sanctions du gouvernement australien. Au final, Facebook était obligé de s'adapter par rapport au gouvernement australien. Bon, là, je prends cet exemple-là. Là, euh, il y a certains pays, hein, les réseaux sociaux sont libres d'accès pour les professionnels en ligne. Quand on parle de professionnels en ligne, les personnes qui font souvent des lives, qui ont leur page Facebook qui fonctionne à merveille, qui possèdent des milliers de personnes qui les suivent, qui ont leur chaîne YouTube. Et ces personnes-là ne payent pas d'impôts à l'État. Mais si l'État se réveille, l'État pourrait faire appel à ces réseaux sociaux pour que ce que vous gagnez, ce que la personne gagne, il y a une partie qui revient à l'État. C'est comme ça fait dans tous les pays occidentaux, c'est comme ça marche. Ça marche, hein, parce que c'est la loi. Et bah, certains pays la loi n'est pas appliquée, la loi informatique n'est pas appliquée. Pas appliquée. Si l'État intervient, l'État demande euh, des contreparties, là, il ne faut pas dire ah, c'est de la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, c'est la loi. C'est la loi. Vous avez le droit de diffuser dans le pays, mais il faut payer quelque chose en retour. Et ça va très loin. Par exemple, en France, vous payez jusqu'à 20%. Jusqu'à 20%, vous payez. Parce que c'est la loi. Ce n'est pas une partie de plaisir. Vous faites vos lives, il y a du monde qui sont connectés et parfois vous critiquez même le gouvernement et vous ne payez pas. En même temps, c'est cette même personne qui va dire, oui, le gouvernement est corrompu d'ailleurs et vous ne payez pas d'impôts. Tout ça, vous ne payez pas de taxes. Ça, il faut tenir compte de ça. Je prends cet exemple. Et puis, dans le cadre informel à l'international, surtout quand vous passez dans une conférence ou bien vous voyagez en tant que touriste dans un autre pays, mais ça peut arriver, vous voulez faire du business pendant que vous voyagez. Là aussi, vous êtes dans un cadre informel et vous allez discuter avec des gens. C'est pour cela il faut prendre les choses à la pincette. Vous allez voir, quand vous êtes en présence des Asiatiques, hein, ils voyagent, hein, quand vous discutez avec eux, ils sont souvent souriants. Tout ce que vous dites, ils rigolent. Quoi, ils ne sont pas gentils avec vous, ils ne font pas gentils, ce ne sont pas des gentils. Mais c'est la culture, leur culture qui demande ça. Ils sont en présence des étrangers, ils se montrent très courtois et très gentils. Ils utilisent la gentillesse. Ça aussi, c'est une manière de vous attirer vers eux. Ça, c'est très bien, c'est pour cela on dit, le plus souvent, ce sont des bons négociateurs. Des bons négociateurs. Par rapport à ça, c'est important, il faut tenir compte toujours l'aspect culturel. Il y a la négociation interculturelle, ça c'est généralement, on voit que quand il y a des émissaires, en tant qu'ils envoient des émissaires dans un pays, il y a cet aspect interculturel qu'il faut en tenir compte. Ou bien quand vous travaillez dans des organismes internationaux, il faut toujours tenir compte de cet aspect interculturel pour négocier avec le volet interculturel. C'est la négociation interculturelle. Voilà, ça c'est important. C'est pour cela qu'on va essayer de voir comment ça se négociation interculturelle. Ce qui est important dans la négociation interculturelle, c'est le décodage de la différence culturelle. Comment vous arrivez à décortiquer ce que la personne dit, la personne en face de vous. Par exemple, si la personne dit oui, quand c'est oui et quand c'est non. Je peux prendre l'exemple avec vous, l'exemple du film Les dieux sont tombés sur la tête.
les dieux sont tombés sur la tête. Je crois que c'est la première épisode de la saga. Quand vous regardez la première épisode, il y avait la dame, là, la dame, la missionnaire qui était en face du monsieur qui était allé à l'aéroport pour l'amener en ville. Et là, en rencontrant les Bushmen, le monsieur avait posé une question aux Bushmen. Les Bushmen avaient secoué sa tête, comme ça. Pour n'importe quelle personne, quand on fait comme ça signifie non. Quand on fait comme ça signifie non. Et pourtant, c'était oui. Vous voyez, ça, c'est une différence interculturelle. Interculturelle. Bon, dans ce film-là, vous pouvez tellement découvrir des choses importantes. Vous pouvez aller regarder ce film, hein, toute cette saga 1, 2, 3, surtout 3, c'est encore plus intéressant parce que c'était avec des Asiatiques. C'était plus intéressant. Là encore, ça permet de voir, ça permet de décortiquer, de comprendre ce que l'on dit. Alors, pour cela, il faut que vous vous référez aux recommandations de Hofstede. Hein. Bon, c'est tout le monde qui parle de ça, de Hofstede. Et puis, il n'y a pas que Hofstede. Il y a d'autres chercheurs comme Hall qui ont beaucoup travaillé sur les différences culturelles. Ça permet de voir les différences hiérarchiques en termes de dimensions culturelles, différences, distances hiérarchiques, hein, et distances hiérarchiques entre le grand patron et la personne qui passe le balai. Là, il y a une différence énorme. D'accord. On va voir ça, c'est tout dans les pays asiatiques, hein, qui est responsable d'un problème au sein d'une entreprise, c'est le patron. Mais dans les pays occidentaux, qui est responsable? C'est la personne qui a commis l'erreur. Si c'est la personne qui passe le balai, c'est cette personne-là qui est responsable. Mais dans les pays asiatiques, si c'est la personne qui passe le balai qui commet l'erreur, c'est le patron, le grand patron qui est responsable. C'est ça la distance hiérarchique. Ça aussi. Cette personne-là qui est responsable. Et puis, si vous êtes dans une ligne, hein, vous allez acheter des produits, faites la queue. Achetez. Là encore, vous allez voir les personnes des pays orientaux, selon les jargons, on voit ces personnes vont être côte à côte, l'une à côté de l'autre, hein. Ils discutent, même si on ne se connaît pas, on discute. On discute, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique, bon, Sud d'Amérique du Sud, sauf l'Argentine et quelques villes du Brésil, quelques grandes villes du Brésil. Mais le reste, voilà, ils ont à peu près les mêmes cultures, ils sont comme ça. Le Mexique, l'Amérique centrale, les Antilles, sauf, sauf une partie des Antilles françaises. L'Afrique, hein, au sens large, l'Afrique du Nord, du Sud, bref, l'Asie, l'Asie, l'Asie du Sud-Est, on ne se connaît pas, on discute. Mais par contre, pour les Occidentaux, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, la France, etc., les gens vont chercher à se distancer à 1 mètre de distance. C'est la distance de sécurité. Ils ne vont pas chercher à rester côte à côte. Et non, même si on demande de serrer les rangs, ils vont se sentir mal à l'aise. Mais pour quelqu'un des pays orientaux, bon, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, ce sont des frères, nous sommes là. Pas de problème, on se fait confiance, on discute, on parle de tout, on parle du résultat des matchs de foot, on parle de tout. Voilà, c'est comme ça, c'est différent. C'est ça, il faut tenir compte de ça. Surtout la distance, hein, de sécurité. Euh, et puis, l'individualisme et collectivisme. On va voir quelqu'un ne connaît pas la personne a euh, une cafetière remplie de café la queue, dans la ligne, hein, cette personne-là va distribuer du café à tout le monde. Ça, c'est le collectivisme. Ça, vous trouvez ça dans les pays orientaux. C'est le collectivisme. L'individualisme, hein, la personne n'a pas honte pour manger en face de tout le monde.
la personne va prendre sa nourriture, va manger, même si l'autre regarde la personne, elle s'en fout complètement, et puis elle continue à manger. Ça, c'est l'individualisme. Bon, je pense que cet exemple, on peut aller encore plus loin, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme. Euh, Entre masculinité et féminité, là encore, il y a, dans certaines sociétés, hein, pour la négociation, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. S'il y a des hommes et des femmes dans la discussion, c'est l'homme qui doit parler avant, puis après là. D'accord? Bon, là aussi, il y a la seniorité qu'on n'avait pas mis. Dans la majorité des sociétés, pays orientaux, c'est la personne la plus âgée qui doit commencer la discussion. C'est la personne la plus âgée. Cette personne-là, ce n'est pas la personne qui a plus de connaissances, plus de compétences, mais c'est la personne la plus âgée selon. C'est une marque du respect. Mais dans les pays occidentaux, ouais, la personne qui parle avant tout le monde, c'est la personne qui a plus de pouvoir. Plus de pouvoir, c'est cette personne-là qui. Et aussi par rapport à l'incertitude, par rapport à l'incertitude, les Occidentaux se basent beaucoup plus sur. Ils ont un comportement plutôt cartésien. L'incertitude, bah, ils n'ont pas d'incertitude. C'est juste vite fait, on a un projet, on applique le projet, on signe le contrat. C'est déjà la marche à suivre. Mais par contre, pour les Orientaux, bah oui, quand même, il faut réfléchir à l'avenir. Il faut penser à ça. Il faut voir comment, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela que ça prend plus de temps en négociant avec eux. Ça prend plus de temps. Et l'orientation pour les Occidentaux, c'est à court terme. C'est vrai, on signe le contrat, c'est bon, on va travailler, c'est parfait, il y a un poignet de main, on passe à autre chose. Mais pour les Orientaux, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut qu'on prenne du temps pour discuter. Bon, il y a toujours l'adage qu'ils disent, nous avons le temps, vous avez les montres. Mais non, nous avons le temps. Ça, c'est l'adage des Orientaux. Alors, quand on prend plus de temps pour discuter, ça permet déjà d'enlever les éventuels doutes à l'avenir. D'accord? Et puis, par rapport à indulgence et restriction, les Occidentaux sont moins indulgents par rapport aux Orientaux. D'accord, sont moins indulgents. Et contrairement aux Orientaux qui sont très ouverts. En communication interculturelle, hein, il y a communication directe et communication indirecte. La communication directe, c'est bon, les Occidentaux, c'est ce qu'ils ont à dire, ils disent automatiquement. On avait vu l'exemple avec Donald Trump. C'est direct. Mais avec les Orientaux. On avait vu l'exemple de Vladimir Poutine quand il a rencontré Tucker Carlson, hein, en discutant. Il a pris énormément, pas par une seule question qui était posée, il a pris près de 20 minutes à faire appel à l'histoire pour vous expliquer. C'était une communication indirecte. Voilà. Il cherche toujours des anecdotes pour expliquer. La communication indirecte. Ce qu'on appelle dans la Bible les paraboles. Vous voyez, les Saintes Écritures parlent des paraboles. Voilà. Les paraboles. On parle en parabole, la communication indirecte. Et aussi des différences entre contexte élevé et contexte faible. Le contexte communicationnel avec les Occidentaux, c'est contexte, hein, c'est faible, et pour les Orientaux, c'est plutôt élevé. Importance au code culturel. Ça aussi, parfois les Occidentaux ont tendance à oublier du respect des codes culturels de l'autre. Ça aussi. Mais avec les Orientaux, il ne faut pas aller au-delà, il faut respecter ça. Là, on prend l'exemple des Japonais. Les Japonais sont très à cheval sur les codes. Autre chose aussi dans la communication, dans la négociation interculturelle, c'est les stéréotypes et les préjugés. Les stéréotypes, c'est quand vous allez dire, il est comme ça, il est comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Bon, ça, il ne faut pas le dire. Quand on
parle comme ça de l'autre, on dit ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Là, on fait des préjugés et puis on rentre carrément dans les stéréotypes. Et les stéréotypes sont toujours mauvais. Il ne faut jamais il faut jamais faire des préjugés sur l'autre. Vous êtes là pour négocier, vous négociez sur des faits. La personne qui est en face de vous, même si c'est un corrompu, vous oubliez l'histoire de la corruption. Et comme ça, vous respectez la personne et ça continue. On peut négocier, on peut aller très loin dans la négociation. L'importance de la maîtrise des langues étrangères. Alors, ça, c'est une autre affaire. Les langues étrangères. Euh, ça arrive parfois, vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas parler tout type de langue qui existe dans le monde, hein. Mais bon, mais au moins un minimum, un minimum. Même il y a des langues, hein, vous devez parler, des langues qui sont passe-partout. Par exemple, l'anglais. Si vous parlez l'anglais, peut-être assurément, il va y avoir un traducteur. Et si vous ne parlez pas d'autres langues, seulement votre langue maternelle, ça peut poser un problème. L'anglais, l'espagnol, le français, ce sont les langues les plus parlées. Et maintenant, à l'avenir, hein, peut-être mandarin, hein, vous parlez le mandarin. Et russe aussi, hein, pourquoi pas avec le poids de la Russie dans le business international, le poids de la Chine dans le business international. Il faut parler au moins ces langues-là, ça vous permet de mieux échanger avec eux. Mais si vous parlez l'anglais, c'est déjà top. Ça aussi, ça c'est important. Mais si vous ne parlez pas la langue, essayez de marcher avec un traducteur, de vous faire accompagner d'un traducteur qui parle de la langue de l'autre. C'est vrai, quand on fait du business, on négocie. Avant, on négociait avec l'autre, hein, parfois on ne sait même pas ce que l'autre personne a dit, mais ça permet d'échanger des produits. À l'époque, c'est beaucoup plus, des fois, on échange de l'or pour de la fourrure, et bien pour des produits alimentaires, on échange et chaque personne arrive à se comprendre. Alors, c'est ça, il faut parler la langue, hein, ça, c'est important. Maintenant, on va voir en fonction du style de négociation comment vous pouvez adapter. Voilà. On a des styles de négociation. Ça, on avait déjà parlé dans la négociation classique, on avait parlé de ces styles de négociation. Alors, les personnes qui sont sur Cisco, désolé, si vous voyez, si vous dites, c'est en bleu, non, désolé, c'est une blanc. Peut-être vous avez un problème de conversion avec votre vidéo, c'est en blanc. Voilà, OK, on revient. Il y a 5 styles de négociation, on avait déjà parlé. On avait déjà parlé. Et style de négociation, compétition. Compétition gagnant-perdant. En d'autres termes, ce que les médias font passer pour la négociation entre Donald Trump et Jimmy Vance et Volodymyr Zelensky, c'était une négociation de compétition, gagnant-perdant. En partant, les Américains, soit Donald Trump, soit et ils ont dit qu'on doit gagner. On a déjà gagné. Et d'ailleurs, le langage, il faut essayer d'aller regarder à nouveau cet échange. Quand ils ont dit, alors, vous n'avez pas les cartes en main. Vous n'avez pas les cartes en main. Quelque chose vous dites, quel que soit ce que vous dites, c'est nous qui avons le dessus sur vous. Voilà, c'est ça. C'est ça, on avait dit, c'est généralement plus fréquent dans les cultures individualistes. Ça, c'est l'exemple parfait. Individualiste et à faible distance hiérarchique. Individualiste et à faible distance hiérarchique. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait pris l'exemple dans les pays orientaux, hein, la distance hiérarchique entre la personne s'il y a un problème, par exemple, c'est toujours le grand patron qui dirige, hein, qui dirige. Mais à faible distance hiérarchique, hein, bah, c'est la personne en face de vous, c'est cette personne-là qui est responsable. Et normalement, dans un pays asiatique, on n'allait jamais voir J.D. Vance aller prendre la parole.
Il devrait même demander l'autorisation à Donald Trump de prendre la parole dans cet échange. Mais on est dans le cadre de culture individualiste et à faible distance hiérarchique. Voyez, faible distance hiérarchique. C'est toujours le rapport de force. Rapport de force, hein, c'est ça les Américains disent, le rapport de force. Toujours la force. On peut vous faire ça. On peut vous faire ça. Vous savez très bien. Et on dit souvent obsédé par les cultures anglo-saxonnes. Ça, on n'invente rien. On n'invente rien. Ce que la théorie a dit, on a eu cet exemple-là avec les États-Unis. Voilà, les États-Unis. Les Royaumes-Unis, c'est pareil. L'Allemagne, un petit peu moins l'Allemagne, mais c'est à peu près pareil. Et la Russie, entre guillemets, la Russie, c'est un peu différent parce que c'est un régime démocratique, à la fois démocratique et autocratique. C'est que le pouvoir qui conserve tout le pouvoir, c'est Vladimir Poutine. C'est à cause de ça. Ça leur permet d'être dur aussi. Et puis bon, c'est vrai, maintenant on parle des Russes, c'est comme des, des moins que rien. Et les gens oublient les Russes sont originaires de la Norvège, Finlande, Suède. C'est ça, on oublie ça. Les gens oublient ça. Les Russes sont originaires de la Norvège, Finlande et Suède. Et après, ils se sont mélangés avec des Cosaques. Si les gens ont oublié ça. Bon, ils peuvent mentir, mais ce que l'histoire nous a raconté, ils ne peuvent pas tout défaire en un seul instant. Voilà. La culture de compromis. Compromis, ça c'est important, cette approche, hein, et on dit que c'est une approche hein, et que l'on rencontre hein, qui peut varier d'une culture à l'autre. Culture de compromis. Par exemple, les Chinois aiment les compromissions des fois pour ne pas perdre, parce ils ne veulent pas perdre en négociation, parce qu'ils peuvent tout négocier. Il y a toujours une solution en négociation. Mais on dit, ça se rencontre dans certains pays, ça peut varier d'une culture à l'autre. Et le but, c'est de trouver une solution acceptable, d'accord? Sans atteindre l'optimum. C'est trouver le juste milieu. Bon, là, on donne l'exemple du Canada, c'est pas seulement le Canada, bon, c'est beaucoup plus la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que la Suisse fonctionne, la Suisse, il y a des cantons. La Suisse, c'est le seul modèle de démocratie qui existe, qui est une pâle copie de la première démocratie au monde, de la première démocratie reconnue au monde occidental, la Grèce. Modèle grec, c'est le modèle grec hein, à l'ancienne qu'ils appelaient. C'est le canton, hein, chaque canton possède le même poids. Le même poids, quand il y a des élections, ce sont euh, des provinces autonomes ou bien des régions autonomes. C'est comme ça. C'est pareil, hein, le modèle des négociations qu'il y a eu à Minsk, c'était sur le modèle suisse, que les régions du Donbass devraient être tant autonomes, mais font partie toujours de l'Ukraine. Mais les Occidentaux qui ne comprennent pas ces genres de subtilités, surtout les Français et les Allemands, voulaient totalement saboter cet accord hein, par une approche purement française ou purement allemande. Mais bon, ça ne pourrait pas marcher. La Suisse avait proposé le meilleur modèle. Bon, ils n'ont pas suivi. Et puis, vous voyez, maintenant, on est proche d'une troisième guerre mondiale par rapport à ça. Alors ça, c'est important. Il ne faut pas jouer avec les choses. On dit culture de compromis, ça marche à merveille. Et après, il y a aussi la culture de l'évitement. La culture de l'évitement, ça, c'est quand l'autre cherche à préserver sa relation, préserver l'harmonie. La culture de l'évitement, c'est proche de l'accommodation. Là encore, on voit, c'est toujours les pays asiatiques qui sont avant-gardistes. Thaïlande, Corée du Sud, Japon. Corée du Sud, c'est beaucoup plus mis en avant parce que on sait qu'on parle du miracle sud-coréen, tout ce qui concerne l'électronique, informatique et automobile.
Mais eux, ils avaient un grand projet de développement quand ils étaient allés aux Nations Unies pour présenter leur projet devant les organismes internationaux. On les a ridiculisés pour dire qu'il y avait FMI, etc. Ils disaient, bon, ce n'est pas jouable, on ne peut pas investir, mais ce qu'ils font, ils ont dit, oui, pas de problème, on va retravailler des projets, on va revenir, ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés chez eux, ils lancent le financement participatif. C'est comme ça, ils ont autofinancé leur projet, ce qui a provoqué un miracle de développement économique. Ça, c'est l'exemple, hein, l'exemple typique. Contrairement aux autres pays, parfois, qui s'endettent, hein, qui acceptent quand ils disent qu'il faut corriger ça, ils corrigent et ils reviennent et après, on les ridiculise. On les prête de l'argent, on fait en sorte qu'ils soient devenus des esclaves pour travailler pour eux, tout ça. Comme ça, ils profitent pour piller leurs ressources en sous-sol et, et puis, il n'y a jamais eu de développement. Ça aussi. Corée du Sud, hein, la culture de l'évitement, c'est très bien mis en avant. Pareil, le Japon. Le Japon a accepté la capitulation, capitulation, excusez-moi pour ce mot, qui est l'eau, à la Deuxième Guerre mondiale, hein, en même temps, en acceptant l'échec, ils étaient en condition de continuer la guerre. Hein. Mais bon, ils ont accepté de mettre fin à la guerre. En même temps, accepter l'occupation américaine. C'est comme ça, ils ont profité, ouvrir le pays pour les Américains puissent implanter leurs usines. Et en même temps, ils profitent pour copier leur technologie. C'est comme ça, ils étaient devenus les premiers pays hein, qui parmi les premiers pays qui ont talonné l'économie américaine au début des années 80. Alors maintenant, on voit quand on parle de la Chine, surtout en Occident, on dit oui, bah, ce sont des produits de bas de gamme, mauvaise qualité, etc. Mais au début des années 80, c'était pareil. C'est comme ça quand on parlait du Japon. Bah, on avait dit que c'était des produits de mauvaise qualité. C'est qu'eux, ils ont une culture en négociation. Ils négocient, ils acceptent hein, déjà de perdre, hein, déjà d'éviter les conflits. Ça aussi. En négociation, il faut penser à ça. C'est ça que Zelensky devrait faire. Zelensky devrait éviter la confrontation avec Donald Trump. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à signer, on va signer. Mais une fois que les caméras sont parties, ça, vous pouvez dire, bon, là, on ne peut pas signer parce que j'ai le mandat de mon peuple. Il y a des décisions que je ne peux pas prendre. Je dois consulter mon peuple avant. Ah, il va pas mettre un couteau sur sa gorge. Ils vont pas mettre un couteau sur sa gorge. Et puis repartir chez lui tranquillement. Mais bon, il a montré qu'il est un homme. C'est ça qu'on dit souvent. Montrez-nous que vous êtes un homme. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire en négociation. Après, l'accommodation. L'accommodation, c'est perdant-gagnant. Vous acceptez de perdre à court terme, mais vous allez gagner à long terme. Ça aussi. Accepter de perdre à court terme et à long terme, vous allez gagner. Ça, c'est important. Important. Bon, là, par rapport à ça, on présente quelques exemples. Toujours les pays asiatiques qui sont toujours devant. On prend l'exemple de l'Inde hein, et des Philippines. Pourquoi on prend l'exemple de l'Inde? Parce que l'Inde, hein, bon, bien que l'Inde fait partie du BRICS, c'est un pays qui a pas mal d'ingénieurs, mais il y a pas mal de pauvreté dans l'Inde. C'est pour cela que l'Inde ouvre son économie pour que les entreprises étrangères puissent s'installer avec des conditions et des impôts très attrayants. Ça veut dire que les entreprises ne payent pas beaucoup d'impôts. Mais par contre, hein, l'Inde hein, laisse que les entreprises s'installer et une fois que les entreprises sont installées, et après, ils peuvent monter les enchères, faire monter les enchères. C'est comme ça, ils gagnent après. Ça, c'est très stratégique. Pareil, si vous négociez avec les Indiens, hein, ils acceptent déjà de prendre un salaire de misère pour travailler avec vous. Mais une fois que vous commencez à être dépendant d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas se séparer, que vous ne pouvez pas séparer d'eux, ils cherchent à augmenter les enchères. Comme ça, ils vont dire qu'on va regarder ailleurs. Et vous n'allez pas laisser filer ces compétences.
allez payer plus cher. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Toujours penser. C'est pas juste, on dit, ouais, on va donner la possibilité, vous allez vous installer. Mais non, déjà, il faut qu'on voit comment on va mettre en place des stratégies pour pouvoir gagner à l'avenir. D'accord? C'est perdant et gagnant. Et la stratégie que tout le monde en parle de nos jours, c'est stratégie gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, on dit, voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas, le mot non n'existait pas dans cette stratégie. Bien qu'on a donné l'exemple de Pays-Bas et de la Norvège, c'est un peu limité, mais les Chinois sont des champions. Les Chinois sont des champions sur cette stratégie gagnant-gagnant. Ils mettent en tête que tout le monde gagne au final. Alors, pourquoi on prend l'exemple des Pays-Bas? Pays-Bas, c'est un groupe de régions qui sont mis ensemble pour on appelle les Pays-Bas, ou les Provinces-Unies, qui se sont mis ensemble, hein, qui n'ont pas de possibilité de faire du commerce, de se lancer à l'international pendant la période des grandes découvertes. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit pas de problème. Hein. On va mettre en place des banques pour vous aider à sécuriser vos biens, hein, pendant la période des grandes découvertes. Et aussi, on va mettre du commerce, hein, des régions de transit. Vous pouvez passer chez nous, passer du temps, tout ça. C'est comme ça. Et ils ont accumulé tellement d'argent. C'est comme ça, ils se sont lancés dans les grandes découvertes aussi. Dans les grandes découvertes. C'est ça. C'était du gagnant-gagnant. Au final, ils ont gagné. Mais les Chinois, c'est encore différent pour les Chinois. Bah, pas seulement les Chinois, les Vietnamiens, c'est à peu près. Mais les Chinois sont plus des collaborateurs. C'est un peuple, hein. À l'origine, ce sont des commerçants. C'est pour cela, eux, ils ne vont jamais laisser filer une opportunité parce que c'est toujours dans la discussion. Il y a toujours de la discussion. Et le mot non avec eux, c'est vrai avec les Vietnamiens, c'est pareil, mais avec les Chinois, les Vietnamiens, les Sud-Coréens et puis les Japonais, c'est à peu près pareil. Le mot non n'existait pas dans leur vocabulaire, mais les Chinois, c'est encore plus. Le mot non n'existait pas. Il y a toujours une alternative. Il y a toujours une alternative. C'est vrai, il n'y a pas de solution. Bon, du coup, on va prendre plus de temps pour discuter. C'est vrai, on trouve pas encore de solution. On va discuter, on va prendre du temps pour discuter, pour trouver une solution. Ça, c'est important. C'est de voir, chacun a sa priorité. En fait, c'est quand on voit c'est quoi vraiment la négociation, au final, chaque partie sort gagnant, quelle que soit la situation, c'est les Chinois qui ont beaucoup plus mis ça en avant. D'accord? Ça, c'est important. Ils font en sorte, hein, une fois que le contrat est signé, il n'y aura pas de regret. Il n'y a pas de regret pour quelle que soit la partie. Ça, c'est style de négociation gagnant-gagnant. C'est vraiment des collaborations. Toujours dans le style de négociation, il y a les raisonnements fallacieux. Ça aussi, quand on est en face des personnes de mauvaise foi avec qui on négocie, hein, déjà, l'idéal, c'est arriver à détecter ces raisonnements fallacieux, à les repérer et aussi à les chasser. Bon, le plus souvent, c'est ça qu'ils disent, hein. Selon les experts, ils ont dit que Zelensky voulait continuer sa guerre et il a proposé à Donald Trump, hein, des terres rares en Ukraine. Mais Donald Trump, c'est un businessman. Un businessman ne va jamais investir comme ça sans mener des enquêtes, sans faire travailler ses services d'intelligence, hein. Dit, bon, voulez continuer la guerre, ils disent, bon, il y a des terrains en Ukraine, je suis prêt à vendre à seulement l'Amérique, mais terrains. Mais au final, quand les enquêtes ont été menées, il n'y a pas de terrain vraiment en Ukraine. Il y a des terrains, mais ça se trouve au niveau du Donbass. Ça n'appartient pas à l'Ukraine. Et c'est pour cela que Donald Trump a joué le jeu avec lui, l'a pris dans son propre jeu, en disant pas de souci, je suis prêt, mais toutes les terres qui sont chez vous, hein, déjà on va les prendre, hein. On a financé la guerre jusqu'à
Il a commencé avec 500 milliards, après il a monté à 750 milliards. Il y a tellement des chiffres, des montants délirants, c'était pas possible. Et au final, il s'est redescendu à 350 milliards. Et déjà, bon, tout ça, c'était un peu absurde. C'est que c'était un raisonnement au départ fallacieux de la part de Zelensky. Et puis, par rapport à ce raisonnement, le gars, Donald Trump, a interprété à sa manière. Et d'ailleurs, ce n'était pas un prêt que les États-Unis avaient fait euh, aux Ukrainiens, c'était un don. Un don, on ne rembourse jamais un don. Un don reste toujours un don. Vous voyez? C'est tout ça. Ça dépasse les imaginations. Voilà. Alors, ça, c'est important. C'est la stratégie que Donald Trump a utilisée. C'est la stratégie d'homme de paille. D'homme de paille, ça signifie vous déformer l'argument de l'autre pour le rendre encore plus facile à réfuter. Ça aussi, cette stratégie-là qu'on avait parlé, la stratégie d'homme de paille, vous cherchez à déformer ce que l'autre a dit pour pouvoir réfuter. Ça, les Américains sont champions. Quand vous négociez avec eux, les Occidentaux, ça, je ne sais pas quel média vous regardez. Si vous regardez France 24, sur les deux conflits qui sont dans le monde, là, que tout le monde en parle, deux conflits proches des pays occidentaux, Moyen-Orient et l'Ukraine. Bon, après, bon, parfois ils oublient les autres conflits, au Soudan, Congo, voilà, ces conflits-là qui ravagent le monde, ils ne parlent pas. Mais quand on voit des experts, soi-disant experts qui en parlent, c'est la stratégie d'homme de paille qu'ils utilisent. Ils déforment l'information. Ils sont même dans tout ce qui concerne la désinformation. La désinformation. Bon, je prends l'exemple en Haïti, il y avait pas mal de désinformation. Pas mal de désinformation, surtout pendant les périodes, je crois que c'est fin 2018, fin 2018, 2019, hein, il y avait pas mal de désinformation. Quand on voit ces informations, on n'arrive même pas à savoir qui dit la vérité, qui raconte des mensonges. Et puis, quand on fouille vraiment, on voit que c'est juste des informations déformées, mais comme toute la classe politique était derrière et les médias étaient dans la sauce, et puis tout le monde ont accepté le mensonge pour la vérité. Bon, quelqu'un qui vous dise que si on bloque le pays, on met des barricades partout, c'est votre avenir. Mais pour les économistes, ça c'est du n'importe quoi pour les économistes. Moi qui ai une formation en économie, je vois c'est l'absurdité totale. Absurdité totale. Il n'y a pas de production. Quand on bloque un pays pendant une semaine seulement, il n'y a pas de production. C'est difficile, ça provoque des déficit énorme. Mais eux, ils arrivent à faire ça pendant 3 mois. Vous savez, c'est ça encore. Bon, voilà, bon, comme stratégie d'homme de paille, on va voir ça dans les pays riches avec Elon Musk, hein, vous allez entendre parler de ça beaucoup plus. C'est quand ils vont dire augmenter les impôts dans les pays riches. Si on augmente les impôts pour les riches, les personnes qui sont très riches, ils ont dit, ah là, ça, c'est du communisme. Et le communisme ne fonctionne pas. Là, vous voyez cet argument-là, ils ont mis en avant. C'est du communisme. En 2016, quand Donald Trump était élu, il y avait François Hollande en France qui avait dit, alors l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est un danger quand même pour la démocratie occidentale. Qu'est-ce que Donald Trump a répondu? Il a dit, bon, je ne vais pas écouter ce monsieur-là parce que c'est un communiste. Parce qu'aux États-Unis, quand on dit quelqu'un, bon, peut-être maintenant, ce n'est pas le cas, mais avant, quand on dit quelqu'un est communiste, c'est quelqu'un à abattre. Quand on dit quelqu'un est communiste, c'est quelqu'un de très mauvais. C'est quelqu'un qui empêche les États-Unis de se développer dans le monde. C'est quelqu'un qui aimerait voir la fin des États-Unis. C'est ça, vous voyez? C'est ça. Et c'est du communisme, c'est du communisme. Et les communistes ne fonctionnent pas. Bon, voilà, ça c'est important et les gens vont pas. Voilà, et différence toujours en termes de raisonnement, différence culturelle, euh, les refus des Japonais.
Par exemple, vous êtes en négociation avec les Japonais, ils ne vont pas vous dire non catégoriquement, hein. Ils vont dire, ah ouais, ce que vous avez dit, ah, c'est surprenant. Ah, c'est surprenant. Ça me surprend. C'est comme ça. Il faut décoder le langage. C'est surprenant. C'est surprenant. Il ne faut pas dire que ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Mais non, c'est surprenant ce que vous avez dit, hein. C'est faux. Je ne veux pas. Voilà. C'est extraordinaire. Ça aussi, ça, c'est important. Et puis, bon, vous voyez ça souvent, hein. En discutant avec quelqu'un, on va dire, ah, ça, c'est gentil, ça. C'est gentil de parler comme ça. C'est génial. Bah, non, c'est génial, c'est gentil. C'est qui dit que vous êtes à côté de la plaque. Ça, il faut tenir compte de ça. Et puis, les Américains, hein, c'est du contre-coup. Non, c'est non. C'est non, c'est non. Bah, le plus souvent, ils prennent l'exemple, hein, pour dire que sur une plage, hein, une plage qu'il y a, on dit qu'il y a de l'or. Sur la plage, il y a de l'or, mais l'or est mélangé avec les grains de sable. C'est sous forme de poudre. Ils ont dit que les, les Asiatiques vont venir sur la plage, on va voir peut-être des personnes qui vont dire, qui vont se baigner. Après, ils vont se badigeonner des sables, hein. Après, ils vont rentrer chez eux. Quand ils arrivent chez eux, ils vont se laver pour trouver l'or, pour enlever l'or, pour trouver l'or, extraire l'or. Mais ils vont dire, mais les Américains et les Russes vont arriver avec leurs camions, ils vont charger les camions de sable, ils vont rentrer chez eux. Parce que eux, là, c'est direct, hein. Ils sont dans la confrontation, c'est ça. C'est explicite. Ils ne cherchent pas à cacher la vérité, c'est explicite, c'est purement explicite. D'accord? C'est direct. Non, c'est non. Oui, c'est impossible, c'est impossible. On avait vu ça avec Donald Trump. C'est impossible ce que vous dites, monsieur. C'est impossible. Hein. Le mot, et la diplomatie n'existe presque pas avec eux. Ce qu'on avait dit, la décision pour les Japonais, c'est hiérarchique. C'est basé sur des recommandations ascendantes. C'est le plus grand de la boîte qui prend la décision. Vous êtes en négociation, on vous envoie à négocier, vous faites partie de la boîte, vous faites partie d'une entreprise japonaise, vous allez négocier. Mais vous n'allez pas prendre la décision. On vous donne un certain nombre de points à respecter pour la négociation. Vous négociez. Ce n'est pas à vous de prendre la décision. Revoir pendant que vous négociez et après vous dites, oui, c'était très bien, merci, nous sommes satisfaits. On revient vers vous. C'est eux, ils vont discuter au siège. Ils vont discuter au siège. C'est le grand patron qui va décider si on va collaborer avec cette entreprise ou pas. C'est le grand patron. Mais par contre, on prend l'exemple de la France ou l'Angleterre, les États-Unis. La personne qui est en face de vous, c'est cette personne-là qui est déléguée. Ça, un petit retour en arrière, ça c'est pour les jeunes, les très jeunes, peut-être vous n'avez pas connu cette histoire. Avant de la guerre en Ukraine, il y avait un débat aux Nations Unies quand Colin Powell avait présenté une fiole pour montrer que euh, l'Irak fabrique des armes de destruction massive. C'est une fiole. Mais ce que, bon, les gens étaient naïfs quand même. Pour parler d'armes de destruction massive, des destructions massives. Et le gars qui vous explique ça possède une fiole, vous présentez comme l'échantillon. Les gens n'avaient pas peur de quitter la salle, ils devraient quitter la salle. Les discussions vous disent, attention, c'est dangereux, là, ce que vous faites là, ce que vous avez avec vous là, ça peut exploser à tout moment. Voilà, mais bon, c'était un mensonge et tout le monde. Mais Dominique de Villepin, qui était l'envoyé spécial de Jacques Chirac, Dominique de Villepin était opposé, il a fait son discours, il a préparé son discours. Il a appelé Paris, bon, avec les décalages horaires, bon, à toutes les personnes. Bref. Et du coup, il a pris sa décision, il a fait son discours. Mais si c'était un Japonais, il n'avait pas le droit de le faire. Ce n'était pas à lui de faire le discours. C'était au premier ministre, hein, japonais. Bon, au Japon, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre qui devrait faire le discours. Pareil, si c'était l'Asie, pour Corée du Sud, c'est pareil. C'est pareil, c'est la distance hiérarchique. Ça, il faut respecter ça. Qui prend la décision, c'est toujours la personne qui a plus de pouvoir, qui prend la décision. Mais Dominique de Villepin, en tant que représentant de la France, il a pris la décision. Il a pris la décision.
C'est lui qui il a fait son discours. D'accord? Voilà. C'est la personne qui est mieux placée qui prend la décision. Alors, ça, c'est cet exemple-là. On continue avec d'autres, toujours sur les raisonnements fallacieux. Hein. Euh, Autre raisonnement fallacieux, là encore, il faut tenir compte de ça. Quand les gens vont faire appel, vont dire tel expert avait dit telle chose. Ils font appel à de l'autorité pour étayer des faits. Ils font appel à des experts. Là, il faut être injuste pour contredire les experts. Bon, en France, j'ai vu en France, je vois des personnes qui n'ont aucun titre dans leur vie, qui cherchent à contredire des experts des domaines avec des professeurs d'université. Ils cherchent à contredire des professeurs d'université quand ça ne va pas dans leur sens. C'est incroyable, c'est fou. Mais on trouve des personnes qui disent oui, hein, surtout les fameuses enquêtes, les fameux sondages. Les fameux sondages, quand ils disent oui, hein, il y a tel sondage qui ont révélé telle personne est populaire, il y a tel courant de pensée qu'il y a tant pour cent de la population qui est derrière ce courant de pensée, là, il y a un problème. Parce qu'ils font appel à de l'autorité. Ouais. Quand on dit une enquête, un sondage, ah, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Voilà, ça c'est important. Et oui, c'est vrai, quand quelqu'un vous parle, d'après D'après, je vous rappelle que le prix Nobel d'économie, etc., a dit telle ou telle chose, sans parler du contexte aussi. C'est vrai, un prix Nobel d'économie avait parlé de telle chose, il faut présenter le contexte. C'est pareil, hein, et quand on dit trop d'impôts tue l'impôt, bah, trop d'impôts tue l'impôt, d'après as-tu l'affaire. Là, qu'est-ce que ça signifie? Trop d'impôts tue l'impôt. Ça signifie que si on presse les entreprises à payer plus d'impôts, les entreprises vont refuser, se délocaliser. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. D'ailleurs, on voit quand les entreprises ne payent pas trop d'impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur argent pour pour placer en bourse, pour financer d'autres choses, voilà, plus alléchantes. Ça aussi. Mais on va voir qu'ils ont raconté ça. En plus, c'est un mensonge qui n'est pas théorisé. Déjà, on dit, ah, tu l'affaire avait dit que trop d'impôts, tu l'info, tu l'info. Tout l'impôt, tu l'impôt. Ça, c'est complètement bidon. C'est juste, il a dit ça, bon, il était très content en face des deux. Ronald Reagan, il a dit, ah ouais, hein, par contre, hein, mon pote, là, taux d'impôt, tu l'impôt. Bah, ça fait plaisir aux riches, aux capitalistes. Hein. Taux d'impôt, tu l'impôt, ils ne vont pas payer d'impôt. Et ce que les gens ne savent pas, quand on ne paye pas d'impôt, il ne va pas y avoir d'école, il n'y va pas y avoir d'hôpitaux, les hôpitaux ne vont pas fonctionner, il n'y a pas de professeurs, il ne va pas y avoir d'argent pour payer les professeurs, pour payer les infirmières, les médecins dans les hôpitaux. Puis, ils ne vont pas y avoir l'argent pour payer les éducateurs pour les jeunes, pour préparer demain. Bah, il faut former les jeunes. Hein. Les jeunes vont être moins formés, moins éduqués. Tout ça, c'est ça aussi. Et on va trouver des journalistes qui vont répéter ça sans même savoir d'où ça vient. On dit, oh, attention, taux d'impôt sur l'impôt. Alors, vous voulez que les riches payent plus que 5%, même quand même, vous allez faire partie des riches, mais non, pas du tout, ils ne vont pas partir. Ils ne font pas partie quand ils sont dans un autre pays, ils n'ont pas le pouvoir. Comme ça, quand ils sont dans leur pays d'origine, ils ont tellement de pouvoir, ils peuvent aller où ils veulent, ils sont aimés partout. Mais quand ils vont travailler dans un autre pays, ils ne sont pas aimés. Ils sont obligés de rester dans un coin. C'est ça aussi, c'est cette logique-là qu'il faut essayer de débattre avec ces gens. Bon, voilà, c'est ça, on dit qu'ils font appel à des autorités sans présenter le contexte pour dire dans quel contexte. Dans quel contexte. Prenez l'exemple du prix Nobel 1991, ben, c'est longtemps, ça date déjà. Le monde a changé. Le monde a changé. On n'avait pas eu en septembre, hein, 11 septembre 2001, ça a bouleversé le monde. Et puis la crise financière 2007-2008, ça a encore perturbé le reste du monde. Ça a perturbé le monde. Ça aussi, il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Et puis la guerre en Syrie. Encore avec l'État islamique, ça a bouleversé le monde. C'est tout ça, le monde change au fur et à mesure. Sans oublier les printemps arabes, tout ça a bouleversé le monde. Ce que le prix Nobel avait dit en 1991, ça n'a plus de valeur maintenant. D'accord? Et puis, on va voir.
les gens qui sont sur les plateaux de télé racontent toujours ces mêmes bêtises, et puis ça passe. Et puis en négociation, ils vont oublier, ils vont répéter ces mêmes bêtises. Vous qui n'êtes pas informé, vous allez peut-être dire quand même, ce qu'il a dit, c'est bien. Il a raison, mais non, il n'a pas raison. Il n'a pas de raison. Ce qu'il avait dit, c'était dans un contexte. Là, je parle pour mon pays, je parle pour mon entreprise, pour mon business, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est ça. Essayez de décortiquer ces raisonnements fallacieux. Ou bien des fausses causalités. Bon, fausses causalités, on dit, quand on parle d'effet causal, hein, on dit telle cause produit tel effet. Une cause produit tel effet. Par exemple, on va dire il fait chaud, hein, il fait chaud, hein, plus il fait chaud, plus la vente des processeurs neutrons augmente. Ça, c'est complètement bidon. Quand vous négociez avec quelqu'un qui veut vous vendre un produit, par exemple, vous dites, ah, par exemple, quand il va faire chaud, je sais que vous êtes dans un pays où il fait chaud, quand il fait chaud, c'est au fur et à mesure que ces produits vont être vendus. Et non, là, il faut dire non quand même. Il faut penser aux personnes qui vont consommer. Il faut penser à quel groupe de personnes, leurs revenus. Un raisonnement des revenus, s'ils ont plus d'argent, ils vont acheter. Mais s'ils font face à la crise financière ou bien s'ils font face à l'inflation, ils ne vont pas acheter. Ça va rester sous mes bois. Là, c'est tout ça. En négociation, il faut détecter et même décortiquer ces genres de raisonnements qui ne tiennent pas debout. Alors, après, d'autres raisonnements, on vient des attaques ad hominem. Et ces genres d'attaques, c'est surtout des personnes qui cherchent à vous discréditer au lieu de baser sur vos arguments. Vous avez vu ça l'échange entre Donald Trump et Zelensky, bien que ce n'est pas Donald Trump qui avait posé cette question, qui cherchait à discréditer Zelensky, c'est plutôt J.D. Vance qui cherchait à discréditer Zelensky pour dire que vous avez de la chance, vous êtes ingrat. Bon, même Donald Trump l'avait dit aussi, vous devez nous remercier, vous êtes ingrat déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que vous êtes dans le meilleur bureau du monde. Ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, c'est le journaliste qui avait dit, pourquoi vous ne portez pas un costume? Vous êtes invité à la Maison Blanche. Voyez, c'est ça. Chercher à discréditer la personne en face. Ça aussi. Et Zelensky était un bon comédien, a répondu aux journalistes, et monsieur, bon, voilà, je suis dans la guerre, c'est à cause de ça que je suis toujours comme ça, mais une fois que la guerre est finie, je vais pas probablement avoir votre costume qui coûte très cher, mais je vais au moins avoir euh, un, un costume sur moi. Voilà. Je vais au moins avoir un costume sur moi qui ne coûte pas cher comme le vôtre. Bon, là, ça, c'est important. C'était des attaques personnelles. Des attaques personnelles en négociation, ça, il ne faut pas le faire. Mais ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes en présence des personnes, quand vous négociez, ça arrive souvent. C'est une manière pour vous déstabiliser, des attaques personnelles. Ou bien ils vont aller encore plus loin pour dire que à votre âge, vous vivez toujours avec vos parents, à votre âge, vous n'êtes pas encore marié. Ouais, tout ça arrive. En négociation, tout est permis. Tout coup est permis. Bon, là, on parle des raisonnements fallacieux. Si vous négociez dans les pays occidentaux, vous négociez pour une entreprise qui veut vendre ses produits dans un supermarché, pour avoir une place, il faut penser à ces gens d'attaque. Ces gens d'attaque existent. Alors, ces gens d'attaque existent, il faut penser à ça. Voilà. Autre exemple qu'on peut prendre aussi, hein, c'est euh, et ce, le principe, hein, ce principe-là qu'on appelle tu coques, hein. Tu coques, hein, trois aussi. Trois aussi, le principe, hein, on dit, c'est euh, des réponses hein, à une critique en soulignant que l'accusateur a fait la même chose. Ça, c'est important. C'est important, c'est quand on voit que ça dépasse les bornes, vous cherchez à retourner la situation. Par exemple, là, c'est très simple. Au lieu de dire à la personne que vous mentez, dites, depuis quand me mentez-vous? Ça aussi. Voilà, ça, c'est important. C'est important. Et cette technique-là cherche à détourner l'attention vers autre chose.
Ça aussi, et c'est genre de technique. On avait vu, Zelensky l'avait utilisé. Zelensky l'avait utilisé en parlant autre chose au lieu de rester sur l'objet de la discussion. Sur l'objet de la discussion. En parlant que, oui, c'est l'agresseur, c'est la Russie qui ne veut pas la paix, etc., etc. Bon, on a commencé à parler de la culture, mais c'est important de revenir sur la culture, hein, parce que la culture, c'est la base hein, même de toute négociation interculturelle, hein, interculturelle, négociation internationale, parce que chaque pays a sa propre culture. Et à l'intérieur d'un pays, un pays est constitué généralement des régions. Et parfois, chaque région a sa culture. Ce n'est pas dans la plus grande ville, bien la capitale du pays, que si vous allez négocier ce que vous rencontrez à la capitale, ça c'est ce qu'on met devant la scène, c'est qu'on met devant la scène. Mais quand on va dans les régions de province, là vous allez trouver des cultures totalement différentes. Là encore, il faut s'adapter, s'adapter. Et des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est important. Et on sait que c'est la culture qui permet à la personne de se comporter, de s'habiller d'une telle manière, etc., d'une certaine façon, de s'habiller, la manière de s'habiller la personne. Si ce n'est pas, ça ne correspond pas à vos valeurs, il faut respecter déjà. Il faut respecter la valeur. L'importance accordée au temps, le temps, on sait que les Occidentaux disent le temps, c'est de l'argent. Ouais. Et puis les Orientaux disent, c'est vrai, vous dites que le temps, c'est de l'argent, mais nous avons du temps. Nous avons du temps devant nous. Prenons le temps pour discuter. Prenons le temps pour parlementer. Voilà, c'est ça. Aussi, la place hein, des émotions dans la discussion. Les émotions dans la discussion. Et si vous êtes en présence hein, des Chinois, bon, asiatiques, c'est comme s'ils n'ont pas d'émotions. Non, l'émotion, ils mettent ça à part. Ils discutent des choses sérieuses. Il faut prendre du temps pour discuter des choses sérieuses, sur les choses sérieuses. Si vous êtes émotif, gardez vos émotions pour vous. D'accord? Gardez vos émotions. Et ça permet d'établir la relation de confiance. L'importance de la confiance hein, aussi dans l'autre. L'importance de la confiance. Alors, c'est ça encore. Il y avait la négociation entre Zelensky et Vladimir Poutine, pas Vladimir, Zelensky et entre l'Ukraine et la Russie, 3 jours après la guerre, en 2022. 3 jours après la guerre, il y avait un échange en Turquie. Il y avait une négociation en Turquie pour mettre fin à la guerre. Mais du coup, euh, Vladimir Poutine a accepté, bon, la Russie a accepté d'enlever ses troupes sur le front. Et puis, l'Ukraine avait accepté aussi l'autonomie des régions de Donbass comme ça. Et, et ces régions-là n'allaient pas faire partie directement de la Russie. C'était bien, c'était bien. Mais Boris Johnson l'avait appelé pour dire arrêtez avec cette histoire des négociations. Et si vous arrêtez, on ne va pas vous soutenir. Mais bon, il a arrêté, il a envoyé le protocole d'accord à la poubelle. C'est à cause de ça que Vladimir Poutine a dit c'est quelqu'un qui n'est pas, en qui on ne peut pas avoir de confiance. Vous voyez, ça aussi, l'importance de la confiance, pour instaurer la confiance. C'est pour cela qu'avec les Asiatiques, ça prend plus de temps, c'est pour établir de la confiance. Quand on signe le contrat avec les Asiatiques, au sens général, c'est déjà le début d'un accord. C'est le début d'un accord. C'est le début d'une relation qui va durer. C'est le début. Mais avec les Occidentaux, c'est le contrat. C'est le contrat qui nous permet d'aller devant la justice s'il y a un problème. Une fois qu'on signe le contrat, tout est OK, on peut passer, on peut commencer à collaborer, on peut commencer à travailler ensemble.
Mais non, avec les Asiatiques, c'est différent. C'est vrai, on signe le contrat, c'est déjà c'est le début de la relation. On va continuer à discuter sur des points essentiels. Commencer déjà le partenariat, la collaboration au fur et à mesure. On va agrandir le cadre. Les Occidentaux sont dans la durée, c'est à court terme, et les Orientaux, avec l'exemple des Chinois, des Japonais, c'est dans la relation à long terme. Quand vous faites du business avec les Orientaux, Chinois, Japonais, Coréens, ce sont des relations à long terme. Long terme. Mais avec les Occidentaux, on a une relation à court terme. C'est vrai, le projet, si ça passe très bien, peut-être on peut continuer à collaborer. Peut-être après cette première collaboration, on va discuter pour voir si on peut aller plus loin. Sinon, on passe à autre chose. Chacun part dans son coin. Mais avec les Orientaux, notamment les Asiatiques, hein, c'est déjà le début. On commence à négocier. C'est bon, on a déjà le contrat. C'est déjà le début de la négociation. Voilà. Alors, et comment réussir une négociation dans le contexte interculturel, dimension interculturelle? On va voir la relation par rapport au contrat. On avait parlé tout à l'heure de l'importance de la confiance, des relations euh, personnelles dans certaines cultures. Ça aussi. Par exemple, on voit les Arabes et aussi en Amérique latine. En Amérique latine, ça c'est important. La relation interpersonnelle et aussi la relation de confiance. Confiance, c'est ça. Quand vous travaillez avec les Arabes, là, et puis c'est là, c'est une relation de confiance, relation personnelle. Avant d'envoyer un mail, on prend son téléphone, on appelle, on dit, tiens, j'ai vu telle quantité de produits, est-ce que vous avez? Ça aussi, la relation personnelle. C'est, je connais quelqu'un, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va vous mettre en contact avec une autre personne, etc. Et c'est de la chaîne. Il faut connaître du monde. Il faut connaître du monde, ça a plus de sens aussi. C'est vrai, c'est la confiance, on se fait confiance. Je vous connais, je vous fais confiance. Et puis ça. Voilà, c'est en Amérique latine qu'on va aller. L'Amérique latine, on voit le Brésil, un petit peu Venezuela, Paraguay, Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, Pérou, c'est tout. L'Amérique centrale, Nicaragua, et Panama, Costa Rica, Honduras, Belize, etc. Le Mexique aussi, c'est ça. L'arabe, c'est les pays arabes, les cultures arabes. C'est pas seulement les pays arabes, les cultures arabes. On voit les Maghrébins, les Libanais. Aussi, donc, culture arabe, c'est palestinien. Vous voyez, c'est- c'est arabe, Arabie Saoudite, etc. Voilà, c'est ça, c'est le poids, ce poids-là. Mais par contre, hein, pour d'autres pays, surtout les Occidentaux, c'est l'importance du contrat écrit. C'est le contrat. C'est le contrat écrit qui dit tout. Voilà. C'est avec ce contrat-là, on est protégé devant la loi. C'est ça. Et pareil avec les Américains, quand vous négociez avec les Américains, ça aussi, quand vous négociez quelque chose qui est écrit, signé, vous ne pouvez pas faire en arrière. Faire des pas en arrière, une fois que vous faites des pas en arrière, vous vous pénalisez. Quand ils vont faire appel à leur batterie d'avocats pour vous déstabiliser et vous accaparer tout ce que vous possédez. Parce que il y a des manquements au contrat qui était signé. Ça, il faut respecter ça. C'est ça qu'on avait dit, des pays qui privilégient les relations de confiance et d'autres, c'est plutôt contre les États-Unis et les pays-là. Et sensibilité, autant on avait parlé de l'approche du HAL. Hein. HAL, c'est entre culture monocone et polycone. On va prendre un exemple, hein, un pays comme l'Inde, ça prend du temps. Temps. Le temps, c'est important. Il faut prendre du temps. D'autres, comme les États-Unis et la Suisse, hein, c'est plutôt c'est l'efficacité dans le temps. Efficacité. Tout est facturé. Tout est facturé. Pour comprendre hein, cette histoire du temps,
entre culture monochrone et culture polychrone. Et vous savez quoi? Vous travaillez dans ces pays-là, les pays occidentaux, on vous paie en fonction de l'heure. Si on vous facture l'heure, euh, chaque heure, on vous paye 10 $, c'est 10 $. Mais dans les autres cultures, il y a des exemples, on vous paie, vous avez un salaire par mois, c'est par mois. C'est par mois, mais par contre, vous avez un temps d'arrivée et un temps de sortie. C'est par mois. Ou bien on vous dit qu'on va vous payer pour réaliser telle mission, on vous paye l'argent et puis c'est basta. Vous respectez, euh, il y a une durée quand même, vous respectez la durée, vous faites votre mission. Communication directe et indirecte, la communication verbale et non verbale, ça aussi, hein, ça, il faut tenir compte de ça. On avait vu déjà, la communication, c'est explicite, hein, explicite avec les Américains. Avec les Japonais, c'est plutôt implicite, hein. On avait parlé de ça. Communication indirecte, communication euh, implicite, comme on avait dit, on avait pris l'exemple, hein, quand on dit, ouais, ça me surprend, oui, c'est génial. Ça, c'est explicite, c'est implicite, c'est implicite, c'est génial. Et le non, le refus total, ça, c'est plutôt les Occidentaux. Pour la prise des décisions, entre consensuel et hiérarchique, hein, top-down et bottom-up, hein, on dit dans certains pays, hein, comme les Pays-Bas, facilite, favorise la cohésion, la décision consensuelle, facilite le mutualisme. Alors, ça, c'est différent. Même si les Pays-Bas font partie des pays occidentaux, on voit qu'il y a une différence par rapport à la France. Et la France s'appuie sur le leader décisionnel. Leader décisionnel. Par exemple, c'est Macron qui a toujours le dernier mot. Qui a toujours le dernier mot. Malgré les élections ont été réalisées, c'est la partie de l'opposition qui a gagné. Il avait dit, tiens, 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 c'est vrai, vous avez gagné, mais bon, c'est moi qui ai les derniers mots. J'ai les derniers mots. Alors, gestion des risques, hein, c'est par rapport à ces cultures-là, on dit, certains pays acceptent l'incertitude, tolèrent l'incertitude, acceptent le risque, la prise de risque, hein. Les anglo-saxons, c'est comme ça. Et plus dangereux dans le business, c'est plutôt les Anglais, pas les Américains. Les Anglais, ils ont une approche très sauvage dans la négociation, dans le business. C'est l'ultra-libéral. Ultra-libéral. Aux États-Unis, c'est le libéralisme, mais par contre, le libéralisme contrôlé par la loi. Il y a la loi intervient quand même pour établir quelques balises qu'il ne faut pas dépasser, quelques limites qu'il ne faut pas franchir. Mais avec les Anglais, il n'y a pas de limite. C'est limité. D'ailleurs, c'est pour cela que la finance est beaucoup plus développée en Angleterre. Beaucoup plus développée. Il n'y a pas de limite. Et les pays, hein, cherchent à éviter les risques. Par exemple, la France, l'Allemagne, la Suisse. L'Allemagne, hein, la France, surtout hein, avec la crise des subprimes, la France était épargnée. Et l'Allemagne hein, évite les limites, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on sait que l'Allemagne a payé un lot tribut hein, parce que elle était soi-disant responsable de la guerre, il fallait payer les gagnants. C'est pour cela que leur marque était totalement dévaluée. Donc, depuis ce moment-là, les Allemands sont très sensibles, évitent toujours les risques. La Suisse, ce n'est pas sans raison, hein, la Suisse n'est jamais alignée. N'est jamais alignée. Elle cherche toujours l'évitement. C'est ça. C'est ça. Même si ce sont des pays occidentaux et chaque pays a sa différence. Ce n'est pas dire que si je connais la culture française, ça, je connais la culture de tous les pays occidentaux. Ça, c'est complètement faux. C'est pour cela qu'il faut aller fouiller, aller encore plus loin. Alors, si on doit continuer,
l'émotion et expressivité. Alors là, on va prendre l'exemple, hein, les Méditerranéens sont très expressifs, tandis que les Nordiques sont très réservés. Les Méditerranéens sont très expressifs, sont très expressifs. On va voir surtout dans les matchs de foot, les joueurs qui se bagarrent beaucoup plus, ce sont les joueurs des pays méditerranéens. Les pays des Méditerranée. Ce sont ces joueurs-là qui bagarrent beaucoup plus. Les Italiens, on dit souvent ils sont à sang chaud, hein. Les Portugais, ils sont à sang chaud. Puis les Nordiques, hein, sont très réservés. Bah, ils disent, il y a aussi, hein, c'est pas qu'ils disent, il y a aussi le climat. Le climat agit sur le comportement de la personne en face de vous. La personne à qui vous allez négocier, quelqu'un qui se trouve aux alentours du Sahara, il y a ces personnes-là ont des comportements. Contrairement à ceux qui se trouvent dans l'Europe du Nord, hein, où il fait très froid, pareil, hein, là aussi. On ne sait pas quand ils rigolent, quand ils sont contents. C'est aussi, ça aussi, il faut tenir compte de ça. Voilà, et puis, est-ce qu'on peut toujours continuer? Je n'ai pas reçu de message, hein. Comme on avait dit, on va pas tout faire aujourd'hui. On continue, la semaine d'après. Alors, on va voir juste les différentes étapes. Après, on s'arrête, hein. On s'arrête parce qu'il est déjà 23h, 23h30 sur Paris. Alors, les étapes de la négociation internationale, c'est presque les étapes classiques. Étapes et classiques, hein. Déjà, dès l'amont, vous préparez, hein, votre négociation. Analyse du contexte, dans quel contexte on va réaliser. Il faut connaître tout sur la personne en face, le pays, la religion, les interdits, la culture, le patrimoine, quelles sont les personnalités célèbres, etc. Et quand vous êtes en négociation, vous parlez de ces choses-là, on voit qu'on valorise le pays, qu'on aime le pays. On n'aime pas vraiment le pays, mais bon, on met ça en avant, mais c'est important déjà de parler des personnes célèbres. Et aussi, ouais, c'est pas parler pour parler. Imaginez, vous allez négocier avec un Français, vous allez parler des footballeurs. Mais non, mais non, les Français, déjà, qui sont dans le business, parce qu'ils n'aiment pas le foot. C'est pas tous les Français qui aiment le foot. D'ailleurs, le foot, c'est plutôt plus les personnes d'origine étrangère qui sont très fans de foot en France, hein. Voilà, ce ne sont pas les Franco-Français. Ou bien vous n'avez pas parlé du rugby, c'est pas tout le monde qui aime le rugby. D'accord? Ça aussi, ça, c'est, vous marchez sur les œufs. Vous pouvez parler d'un dernier événement. Des derniers événements, oui. Ça aussi, ça passe trop bien. Bon, il faut identifier des objectifs. Bon, ceci SMART, hein, mesurables, atteignables, etc. Bon, ça, on aura le temps d'en parler. Et rechercher des informations sur la culture de l'autre partie. Ça, c'est primordial. Cette étape-là, il faut passer du temps pour chercher, pour fouiller, pour vous former. Acheter des livres si vous avez des moyens aussi, prendre un coach, ou bien quelqu'un qui a déjà passé du temps dans ce pays pour pouvoir vous former, pour pouvoir vous briefer. Voilà, ça, c'est important. Euh, la prise de contact et, et- et avec l'établissement et mettre en place la relation. Prise de contact. Ça, c'est important. Ça, un premier contact. Un premier contact, ce qu'on appelle du small talk. Small talk, un premier contact, ça permet de créer un climat de confiance. On sait avec qui on va être en affaire, avec qui on va discuter en amont. Contrairement à la négociation classique, mais là encore, c'est encore mieux. Il y a même un mail, on envoie un mail. C'est pas comme ça, vous débarquez, et puis bon, voilà. Bah, c'est pas fait. Vous travaillez dans une institution, vous aimeriez une promotion, plus d'argent, on vous paye beaucoup plus, vous envoyez un petit mail pour dire, vous aimeriez rencontrer, c'est pas seulement vous appelez la personne au téléphone, vous dites, ouais, tiens, voilà, j'aimerais vous parler de telle chose. Donc, vous envoyez un petit mail. D'accord. Présentation des propositions et des intérêts. Ça aussi. Essayez de jouer le contre-coup dès le départ
Vous dites qu'on va mettre ça sur la table et qu'est-ce qu'on peut attendre en retour. Et puis, toujours des concessions, des compromis. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis, vous préparez la conclusion de- de la négociation et il faut formuler l'accord dès le départ. Ça aussi, c'est important. Et si tout le monde est d'accord, vous avez déjà votre contrat qui est prêt, vous pouvez signer le contrat. Bien. Même si vous signez le contrat, préparez le suivi. Bon, c'est sur ce point-là, on va s'arrêter. On continue la semaine prochaine, hein. Bon, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, on va clôturer probablement avec le cours sur la relation internationale. On a commencé à parler du commerce, hein. C'était speed, mais il y a des choses importantes. On va voir beaucoup plus dans le commerce international euh, les documents importants. On va parler, peut-être on va terminer et après on fait le quiz, c'est l'évaluation pour avoir la certification, les certificats, mais après on verra. Peut-être dans 2 semaines, on continue durant le mois de mars pour terminer avec cette formation. Voilà, alors, et la question qui était posée, je veux savoir dans la négociation commerciale, ce qui est indispensable. Et bon, alors, indispensable, hein, indispensable. Bon, là, on est en négociation internationale. Négociation commerciale, on avait déjà parlé, déjà, c'est euh, comment vous vous préparez en amont. Vous préparez en amont, hein, déjà, et après, le jour de la négociation, sur quoi il faut discuter quand vous négociez. Vous allez négocier soit sur le cap, soit sur le son cas. Ce sont deux modèles qu'on cherche à imposer pour discuter, qui permettent de construire vos argumentaires, vos arguments de vente, hein. Si vous aimez acheter un produit, vous allez mettre en avant ce que vous aimeriez avoir comme bénéfice pour vous et pour vos consommateurs. Et si vous êtes vendeur, vous allez mettre en avant les bienfaits de votre produit. C'est ça. Et après, il faut discuter sur comment négocier le prix, hein, comment négocier le prix, et puis comment faire des concessions, comment conclure une lettre de vente. Ça, on avait parlé de ça. On va y revenir si vous continuez avec nous sans problème. On va y revenir dans 2 semaines, hein. On va y revenir dans 2 semaines parce que c'est important.